Disney est poursuivi par Scarlett Johansson pour avoir mis Black Widow sur Disney+, et en effet, le géant d'Hollywood est en tort. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, Scarlett Johansson attaque en justice Disney pour rupture de contrat en ayant choisi de diffuser le film Black Widow en accès premium sur Disney+, le jour de sa sortie en salle. Dans cette vidéo, nous allons donc entrer un petit peu plus dans les détails juridiques pour comprendre pourquoi Disney est en tort. Alors oui, je viens de dire qu'ils avaient rompu le contrat et je pourrais arrêter la vidéo là. Mais en réalité, une rupture de contrat n'est pas nécessairement une violation de contrat, donc quel est réellement le problème ? Scarlett Johansson avait donc signé un contrat avec Disney en 2017 pour jouer le rôle de Natasha Romanoff dans le film Solo sur son personnage de la Veuve Noire. Elle produit également le film qui est tourné en 2019 et devait sortir en 2020, mais est repoussé dû à la pandémie de Covid. À partir de ce moment-là, certains studios dont Disney tentent de mettre en place de nouvelles stratégies en utilisant leurs services de streaming pour faire face à la fermeture des salles et acquérir plus d'abonnements à leur plateforme, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Disney a donc choisi de tester certains gros films avec une stratégie hybride, en simultané, faite d'une sortie en salle et en streaming PVOD le même jour. Sauf que dans le contrat signé par Scarlett Johansson, il était stipulé que son film sortirait en salle et qu'une partie de ses revenus serait déduite du box-office du film. C'est pourquoi ses avocats ont demandé à plusieurs reprises au studio de les joindre à la table des négociations pour trouver un accord avec une compensation, dans la mesure où la diffusion en streaming en simultané de sa sortie en salle va forcément diminuer les résultats de son box-office. Mais Disney refuse et ignore les requêtes des représentants de l'actrice, et la semaine dernière, elle a donc décidé de les attaquer en justice. Alors, en droit, le contrat est un engagement qui crée des obligations entre deux personnes, et il n'a pas nécessairement besoin d'être écrit. Certains doivent l'être, mais pas tous. Un contrat est valable à partir du moment où une offre est formulée et acceptée par les deux parties qui ont la capacité de s'engager, et que le contenu est licite et certain. Mais donc, quand peut-on rompre un contrat ? Eh bien, dans trois cas de figure précis. Le premier, c'est une violation de contrat de l'autre partie. Par exemple, je vous vends ma propriété pour une somme d'argent convenue, et vous me payez la moitié. Eh bien je vais rompre le contrat et ne pas vous accorder ma propriété. Mais dans l'affaire qui nous intéresse, ce cas de figure ne s'applique pas puisque Scarlett Johansson avait rempli toutes ses obligations, à savoir du tournage à la production du film, et jusqu'à encore récemment également la promotion du film. Ensuite, il y a la loi relative aux preuves littérales, à savoir que certains contrats doivent bel et bien être écrits. Cet élément intervient parce que les avocats de l'actrice affirment qu'ils ont de multiples mails du studio stipulant les détails de l'accord, dont la fameuse exclusivité en salle, qui est remise en question parce qu'elle n'est pas mentionnée dans le contrat écrit. Alors, premièrement, même si certains contrats doivent être écrits, toute communication informelle comme par email peut être applicable, c'est à la discrétion du juge, mais même si Disney n'a confirmé l'exclusivité en salle que par email, a priori cela devrait compter comme applicable selon les termes du contrat. Par ailleurs, s'il est vrai qu'il n'était pas mentionné dans le contrat que la sortie en salle serait exclusive, sa défense ne tient pas, dans la mesure où l'exclusivité était supposée par entente mutuelle. C'est-à-dire que puisque Marvel avait déjà sorti à ce moment-là, en 2017, 17 films en salle, que la pandémie, bien évidemment, n'était pas prévue, heureusement, et qu'il n'y avait aucun plan de stratégie avec une nouvelle plateforme Disney+, à ce moment-là, la dénomination sortie en salle dans le contrat équivalait donc à une sortie exclusive par entente mutuelle. Enfin, le troisième cas de figure dans lequel Disney pourrait rompre le contrat serait pour impossibilité de prestation de service. Un exemple facile, je suis engagé pour, aller filmer un mariage, mais la veille de la cérémonie, j'ai un accident et je me brise les jambes. Eh bien, je suis dans l'impossibilité de me rendre au mariage. Bon, après, là, je simplifie, mais voilà, je n'ai pas le choix. Dans le cas de Scarlett contre Disney, le studio avait bel et bien le choix de maintenir la sortie exclusive du film ou de tester le film pour sa nouvelle stratégie hybride. Certes, en période de pandémie, aucune des deux stratégies ne pouvait vraiment apparaître comme le bon choix. Disney avait un choix à faire en fait entre plusieurs mauvaises options à ce moment-là, mais le studio avait encore le choix. Donc cette défense ne tient pas non plus. Et voilà donc pourquoi, rapidement et en simplifié, Disney est en tort dans cette affaire et devrait payer une compensation à Scarlett Johansson exactement comme Warner avait fait lors de la sortie de Wonder Woman 1984 en décembre dernier et qu'ils avaient voulu diffuser sur HBO Max à cause du Covid. Alors après, je ne suis pas juriste et le but de cette vidéo n'est pas de faire une dissertation non plus, donc c'est simplifié comme explication, mais a priori s'il n'y a pas de nouvelles informations qui viendraient radicalement changer la donne, cette affaire devrait se conclure par un bon petit chèque et donc ne jamais aller jusqu'au procès. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, on apprécie fortement, ainsi que de vous abonner, voire adhérer à l'association si vous voulez participer ou nous soutenir, et on se dit à bientôt.